Départ total de forces armées de la République démocratique du Congo sur le rebelle du M23, disons les ex-rebelles du M23. Au bout de 12 jours d'intenses combats, les Congolais, les 3000 soldats congolais ont déchiré et étrillé le M23 aujourd'hui en fuite. Le sujet est au cœur de l'actualité et pour en débattre, nous recevons dans cette émission Médard Moulangala Lwakabwanga, président de l'Union pour la majorité républicaine UMR, FAC Opposition. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Première question, on va droit au but. Que vous inspire la déroute du M23? Je dis simplement qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et lorsqu'on met en œuvre tout ce qui est nécessaire en termes de logistique et en termes de motivation, les Congolais sont capables de faire des exploits. Je voulais aussi saluer par cette même occasion le soutien apporté par la MONUSCO, qui était un soutien logistique conséquent, tout en rappelant aussi que la brigade spéciale a joué un rôle qui nous a permis de bien avancer. L'autre point que je dois noter, c'est que cette fois-ci, les pays qui d'habitude soutiennent les rébellions ne sont pas intervenus, et cela suite aux différentes pressions qu'ils ont subies, ce qui démontre peut-être que cette fois-ci, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, parce que depuis 2 décennies pratiquement, nous avons le cycle régulier de rébellion, négociation, partage de pouvoir. Je crois que cette fois-ci, nous sommes arrivés, me semble-t-il, nous avons l'opportunité de mettre fin à ce cycle-là. Il faut qu'on puisse totalement y travailler. Donc, pour cela, à mon avis, il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'est du pays. Et il faut aussi, oui, je vous en prie. Oui. Il faut dire que c'est pratiquement toute une année de combat, mais 12 jours seulement suffit pour mettre en déroute le rebelle. Cette situation ne vous étonne pas? La donne a changé. Je pense qu'à partir du moment où la résolution 2098 a opté pour une brigade d'intervention, à partir du moment où il y a eu de changement des chefs militaires sur le terrain, à partir du moment où la logistique a été mieux organisée, à partir du moment où la motivation était là, et que les pays voisins ne s'impliquaient pas, il était normal que l'on puisse vite mettre fin à ce conflit-là, qui était d'ailleurs un conflit, comme vous le savez, entretenu quelque part par les pays voisins. Donc, si eux se sont réservés cette fois-ci, à la suite des différentes recommandations leur faites par notamment les États-Unis d'Amérique, je crois qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de raison de penser que le conflit pouvait aller très loin. Mais, écoutez, nous devons rester vigilants, comme je l'ai dit. Le véritable enjeu pour nous, le défi pour nous, est de nous attaquer aux causes profondes de la crise dans les pays des Grands Lacs. Vous parlez de causes profondes, oui, et vous insistez là-dessus. C'est quoi, selon vous, les causes profondes de cette guerre? D'abord, nous devons mettre fin à l'impunité. Vous savez, il n'y a que trop longtemps qu'il y a eu des personnes recherchées par la CPI qui ne se présentent pas, qu'on ne livre pas. Il y a eu des viols et des violences commises qui n'ont pas été investiguées, ni sanctionnées. Des enfants soldats qui ont été enrôlés de force dans les groupes militaires. Et il y a eu aussi notamment l'exploitation illégale des ressources naturelles. Donc, toutes ces raisons-là doivent être adressées de manière compréhensive. Je veux dire par là ceci. On parle des ressources naturelles. C'est vrai qu'il y en a énormément. La politique que nous avons doit aussi changer. Nous devons, à mon sens, faire quoi? Chercher à nous approcher des grands opérateurs du secteur. Qu'on laisse un espace pour les creuseurs locaux, ce n'est pas une difficulté. Nous devons avoir une approche de traiter avec les grands opérateurs du secteur, parce qu'eux, au moins, ont une obligation sociale par rapport à leurs actionnaires et seront très conscients de ce qu'ils vont faire. Par là, vous voulez dire que la guerre est avant tout économique? Il ne faut pas se leurrer, les vraies raisons de la guerre sont toujours économiques et dans le cas présent aussi, la conquête de territoires dans lesquels il y a des minéraux précieux, leur exploitation, leur gestion est une cause que tout le monde reconnaît comme avoir été à la base du conflit que nous avons aujourd'hui. Donc, nous devons développer une stratégie par rapport à ces ressources-là qui nous mettent à l'abri des difficultés. Quelle est cette stratégie pour moi? Les ressources sont dans notre pays, elles ne sont pas dans les pays voisins. Nous devons chercher à notre niveau à avoir une politique très claire en termes de gestion des ressources minières qui doit préserver 3 intérêts. L'intérêt des populations, l'environnement
et aussi les revenus pour la République, tout en n'oubliant pas que l'investisseur aussi doit être bien rémunéré. Aujourd'hui, très peu de cela est fait. C'est un peu l'anarchie totale. Nous devons arriver maintenant, me semble-t-il, à une politique plus claire sur cette question-là. Et vous verrez qu'au bout du compte, quand les grands opérateurs seront là, il y aura peut-être de l'ordre sur le terrain. Donc, nous devons y arriver, et pour y arriver convenablement, il faut notamment aussi, comme je l'ai dit, s'assurer que les forces armées sur le terrain font leur vrai travail. Leur travail n'est pas d'encadrer les creuseurs, de les rançonner ou bien de travailler avec eux. Leur travail est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et je constate que récemment, avec les changements qui ont eu lieu, nous avons là peut-être un espoir que cette fois-ci, l'armée fera son travail réel et ne sera pas occupée à d'autres activités qui ne sont pas conformes à son mandat. Vous parlez des changements dans l'armée. Ces changements, selon vous, a boosté les choses. C'est notamment aussi grâce à ces changements que l'armée s'est ragaillardie. Bon, on ne peut pas ne pas constater qu'avec telle personne, les choses ont évolué différemment qu'avec une autre personne. Je me souviens il y a quelques mois, M. Miss lui-même de la MONUSCO disait que les soldats n'avaient rien, n'avaient pas de logistique, n'étaient pas payés, n'avaient pas de quoi manger, n'avaient pas d'armes. Cette fois-ci, me semble-t-il que cela a été mieux organisé, raison pour lesquelles les choses ont mieux marché. Et ceux qui sont à la base de cette meilleure organisation, il faut les reconnaître et dire qu'ils ont fait un travail que la nation apprécie. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme partout ailleurs, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, que faire pour pérenniser cet acquis? Aujourd'hui, les M23 sont partis. Que faire pour qu'il n'y ait plus un autre mouvement dans la région? Je pense d'abord qu'au niveau de la région, pendant de nombreuses années, les partenaires internationaux ont cru que les pays voisins, il faut le citer, hein, l'Ouganda et le Rwanda, pouvaient servir de base de stabilité pour la sous-région. Je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Si c'est vrai que ces pays-là, à l'intérieur, chez eux, sont bien organisés, sont bien structurés, c'est notre pays qui a, à mon sens, en fait, le rôle primordial à jouer dans la sous-région. Pourquoi je dis cela? D'abord, en termes de population, nous sommes les plus nombreux. En termes d'espace territorial, nous sommes le plus important. En termes de potentiel économique, nous sommes le plus important. Donc à partir de là, en mettant sur pied un leadership qui convient, en ayant une plus grande, comment dirais-je, entente nationale, je crois que nous pouvons créer les bases pour que ce pays joue son vrai rôle au niveau des Grands Lacs. Ce rôle, c'est lequel? Les partenaires voient notamment la nécessité pour notre pays et d'autres pays de la sous-région de pouvoir être un rempart au terrorisme. Ça, c'est important. De ne pas être le lieu où se pratiquent des opérations financières douteuses. Très important aussi. Et d'être un lieu où il y a moyen de promouvoir l'expansion économique. Donc je crois que ce rôle-là, c'est nous qui avons naturellement la vocation de le jouer. Nous ne sommes pas structurés pour cela, raison pour laquelle pendant un temps, on a pensé que d'autres pays pouvaient le faire, mais ça n'a pas été concluant. Je m'explique. 6 millions de victimes dans le pays. Autant de femmes violées et violentées chaque jour. Autant d'enfants enrôlés dans les groupes armés. Autant de ressources exploitées de manière illégale. Autant de pertes pour la République. Donc quand on fait le bilan de ces 2 dernières décennies en termes de décisions stratégiques, on doit conclure que le choix n'a pas été bon. Parce que les conséquences de ce qui a été fait comme choix, on les vit aujourd'hui. Et c'est ça, est fait au détriment surtout de nous, la RDC. Donc aujourd'hui, je crois, il y a une opportunité pour que le pays se remette ensemble, se remette debout et crée les conditions qui nous permettront de jouer le rôle qui est naturellement le sien au sein de l'Afrique centrale, au sein des Grands Lacs et même en Afrique. Avec la méfiance qu'il y a dans la région entre les États, vous ne pensez pas que la communauté internationale a un rôle à jouer dans ce que vous nous proposez là? Le rôle qui a été joué d'abord a été de comprendre le problème et de changer de direction. Et là, il faut dire que le mandat de M. Ban Ki-moon a été très fructueux parce qu'on a senti une volonté de changement, on a senti une volonté d'amener une solution durable dans les Grands Lacs. Donc, ça ne viendra pas tout seul, à moins que notre pays ne se mette debout, je dis bien debout, avec une bonne organisation, avec un État renforcé, une armée disciplinée, une économie
en expansion, avec une bonne gouvernance, à moins qu'il n'y ait cela, nous risquons de ne pas être en mesure de jouer le rôle qui, à mon avis, devrait être le nôtre aujourd'hui. Bon, déjà, il faut signaler que ces rebelles du M23 qui sont éparpillés dans la nature, certains se retrouvent en Ouganda, d'autres au Rwanda. Par exemple, leur chef militaire, Sultan Makenga, serait à Kampala. Mais est-ce que l'extradition est-elle possible de tous ces éléments du M23 qui se retrouvent par-ci par-là? Écoutez, M. Guillain, les Nations Unies ont dit très clairement à un moment donné que ces rebelles avaient le soutien évident des pays voisins. Et à l'époque, on avait cité notamment le Rwanda et l'Ouganda. Donc, qu'il y ait des liens entre ces personnes et ces pays-là, moi, ne m'étonne pas. Mais cela étant, aujourd'hui, nous avons tous l'obligation de contribuer à ce qu'on mette fin à l'impunité. Mais certains se Autant réclament nous devons des nationalités congolaises réclamer que Sultani et les autres viennent, etc. Autant nous devons aussi éviter d'avoir un engagement avec des forces qui perturbent d'autres pays. Je pense notamment aussi au fameux FDLR dont on nous parle depuis de nombreuses années. Donc, la mission revient à chaque pays qui doit assumer sa responsabilité. Et nous ne pouvons pas, nous, comme pays, servir de sanctuaire à des groupes qui, nous le savons, pourraient perturber les pays voisins. Et mêmement, nous attendons à ce que le pays voisin joue le même rôle et ne puisse pas permettre que sur leur propre territoire, puissent s'organiser, se former, s'entraîner, des groupes qui demain viendraient nous perturber dans notre fonctionnement. Vous avez parlé de l'impunité, il faut mettre fin à l'impunité, mais bon, si Sultan Makenga et les autres, c'est la coulée douce ailleurs, vous ne trouvez pas que l'impunité reste maintenue? Nous allons négocier quoi quand nous allons à Kampala? Ce sont des choses comme ça. On ne va pas à Kampala seulement pour des questions d'ordre purement politique. Non, ce sont des choses qu'on doit mettre sur la table et demander que telle personne qui serait chez vous, il faut nous livrer parce qu'il doit être jugé. Donc, moi, il me semble que l'équipe qui va négocier, c'est une chose qu'elle devrait mettre dans son agenda. Et si elle ne la mettait pas, elle commettrait, à mon avis, une faute grave. Parce que nous avons vu ces personnes à l'œuvre, le travail qu'elles ont pu faire contre l'intérêt du pays. Et si les faits sont avérés, il faut qu'on mette parmi les conditions de l'accord ou bien les conditions de la déclaration, qu'on mette dans ces conditions-là le fait que, notamment, ces personnes soient rapatriées, soient arrêtées, soient renvoyées au pays pour être jugées. Désarmées, arrêtées et transférées pour être jugées là où il convient. Pour certaines personnes, ce sera les tribunaux militaires congolais, pour d'autres, ce sera la CPI, selon ce que chacun a pu faire. Mais ce qui est clair, c'est que je ne suis pas sûr que tout le monde dans ces groupes soit nécessairement génocidaire, je ne pense pas, mais au moins ceux qui ont été ciblés, cités, je ne vois pas des raisons pour lesquelles on devrait leur épargner ce sort-là. Je ne vois pas des raisons. Vous venez d'évoquer le pourparler de Kampala, mais à quoi serviront-ils encore ces pourparlers avec les succès de l'armée loyale présentement? L'histoire vous montre que même les vaincus, il y a toujours après la guerre une séance de signature, ce n'est pas nouveau. Donc je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas, il n'y a pas de raison. L'histoire nous montre clairement, ils sont toujours amenés à signer un accord ou un document. Donc en faisant cela, nous ne faisons rien qui soit anormal. Mais le problème est le contenu. Parce que rappelez-vous, le CNDP, on avait signé un document qui prévoyait leur cantonnement en l'Est. Est-ce que c'est normal ça? Ça n'est pas normal. Donc ceux qui sont partis à Kampala ont une lourde responsabilité dans la nature des engagements qu'ils vont proposer. Et je suis d'avis, moi, que si jamais il y avait un accord signé à Kampala, que cet accord soit ramené au niveau des assemblées, qu'il soit débattu, qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. On ne veut plus d'accord secret, passer entre deux portes, on ne veut plus cela. Et vous savez qu'on parle maintenant du M23 ex-CNDP, mais il y a d'autres groupes armés, rappelez-vous, avec qui nous avions signé des accords en 2009, je crois, ou 2008. On avait signé quoi? Avec qui? Donc tout cela, à notre avis, doit maintenant être mis sur la table pour que le peuple sache exactement quels engagements le pays a pris par rapport notamment à ces groupes armés-là. Mais je suis d'accord avec M. Kobler que le moment est venu de mettre fin à ces groupes armés et de créer dans l'est du pays une certaine stabilité pour permettre d'une part qu'il y ait, comment dirais-je, la paix,
une paix durable, mais d'autre part surtout, créer les conditions, créer les opportunités d'un développement qui sera au bénéfice de nos populations dans l'est du pays, dans la sous-région, même dans notre pays lui-même. Vous vous attendez un accord pour parler des Kampala, mais le gouvernement congolais parle plutôt d'une simple déclaration. Ils ne sont plus prêts à signer un accord, mais plutôt une simple déclaration de fin des hostilités, de fin de la guerre de la part de M23. Bon, écoutez, c'est une étape. Hein. Ce qui est important, c'est que l'on sache qu'effectivement, il y a plus de conflits et que nous sommes engagés dans de nouvelles procédures pour régler les problèmes qu'il pourrait y avoir. Mais qu'on signe un document, on doit le faire, et ce document, à mon avis, doit faire l'objet d'un débat au niveau des deux chambres et au niveau de l'opinion nationale congolaise. Et quelle option doit l'emporter? Un accord ou une simple déclaration, selon vous? Écoutez, le problème que nous avons ici, c'est que jusqu'à présent, on a vu les négociations faites d'une manière très fermée, qu'il n'y avait que les initiés qui avaient accès à la bonne information. Sous réserve d'avoir la bonne information sur ce qui se négocie, je ne voudrais pas à ce stade répondre à cette question-là. Mais je voudrais quand même vous dire que nous attendons qu'on vienne nous présenter quelque chose qui soit consommable, qui soit acceptable par les populations congolaises. Un exemple que je vais vous donner. Je vous en prie. Le dernier accord du CNDP, quelque part, il était mentionné que les troupes pouvaient rester cantonnées une partie du pays. Mais vous avez vu ça dans quel pays? Où les troupes d'une armée nationale décident où on doit les cantonner. Ça n'existe pas. Donc, de telles erreurs, j'espère que cette fois-ci, on n'en commettra plus. Premier élément. Deuxième élément aussi, nous devons, au-delà de Kampala, voir plus loin. Qu'est-ce qui était recherché par les pays voisins notamment? Beaucoup disent, et il faut étudier cela, beaucoup disent qu'il y a une volonté de créer les conditions d'une balkanisation du pays à partir de l'Est. Il y a un intérêt. Et pour dire cela, ils citent les faits suivants. Combien de personnes ont été déplacées depuis que la guerre a commencé? Déplacées internes. Depuis qu'elles ont été déplacées, est-ce qu'on les a ramenées chez elles? S'ils n'ont pas été ramenés chez elles, qui est parti s'installer là où ils étaient? Donc la question reste pendante. Nous devons maintenant, à mon avis, essayer d'avoir une vision à long et moyen terme pour savoir que oui, c'est bien de signer, de mettre fin à un conflit, mais on ne doit pas créer en signant cet accord ou cette déclaration les conditions d'un conflit futur, même plus important, lié notamment au fait qu'il y aurait des conflits qui pourraient surgir, du fait que certaines personnes déplacées voudraient rentrer chez elles, et certains réfugiés ou pas voudraient rentrer. Donc cette question-là reste pendante. Il faut qu'on y apporte une solution et qu'on dégage déjà les principes dans l'accord de Kampala, à mon humble avis. Ça ne vous dérange pas de voir le M23 s'émuer en parti politique? Bon, l'AFDL a commencé comme ça. Il ne faudrait pas qu'on oublie l'histoire. S'ils ont la ferme volonté de devenir parti politique, pourquoi pas? Je pense qu'ils ont renoncé certainement à la guerre, ils vont le faire. Ils sont maintenant partis politiques. Bon, d'autres avant eux l'ont pu le faire, RCD, MLC, ce monde-là. Donc ça ne me dérange pas outre mesure si cela permet d'apporter une paix durable dans l'est du pays. Alors, autre sujet d'actualité, c'est la formation du gouvernement de cohésion nationale qui s'est fait encore et toujours attendre. Quel profil, selon vous, pour les animateurs de ce gouvernement? Bon, avant d'arriver au profil, il faut d'abord partir du principe suivant. Ce gouvernement serait mis sur pied à la suite des concertations nationales. Et j'imagine, pour ma part, que c'est le programme des concertations nationales qui devrait être le socle sur lequel le gouvernement sera établi. Ce programme-là n'est pas le programme de campagne de 2011, non. C'est un programme différent qui sera fait sur base du diagnostic qui a été fait dans chaque secteur de la vie de notre pays. Donc il y a maintenant un nouveau programme auquel on demande aux uns aux autres d'adhérer. Nous étions dans notre parti a participé aux concertations nationales et nous pensons que le programme, s'il est appliqué, peut sortir les pays des difficultés actuelles dans lesquelles ils se trouvent plongés. Donc, premier point, c'est que nous partons d'un programme nouveau. Ce n'est pas l'ancien programme sur lequel les élections de 2011 ont été faites.
nous partons d'un programme nouveau. Donc ce programme nouveau, maintenant c'est à nous de voir quelles sont les meilleures conditions de son applicabilité. Disons 3 choses. La première, c'est qu'il nous semblait utile à ce stade que l'opposition puisse diriger le gouvernement. Pourquoi ? Pourquoi exactement ? Parce que ce programme n'est pas le programme de 2011 sur lequel on a fait les élections. Il y a un accord politique. Ces concertations, c'est un accord politique qui part d'un constat que vous connaissez et qui fait des propositions pour porter des solutions dans le pays. Donc, à partir de là, on peut comprendre que de nouvelles dynamiques puissent se créer et qu'un nouveau groupe puisse être chargé de mener à bien ce programme-là. Maintenant, si, comme je le pense, comme je le souhaite, on devait donner la primature à l'opposition, nous sommes des démocrates. Oui. Il faut des procédures démocrates. Par quel mécanisme ? Surtout que la Constitution prévoit que le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire. Est-ce que vous faites partie désormais d'une nouvelle majorité, comme le disent certains ? Nous faisons partie d'un nouveau groupe qui est issu des concertations nationales. Le programme auquel vous vous référez et qui nous a amené à une majorité parlementaire n'est pas celui que l'on fait aujourd'hui. S'il avait bien marché, nous ne serions pas là. S'il avait été tellement excellent, nous ne serions pas là. Donc ce programme a montré ses limites, d'où on a eu à faire un nouveau programme. Donc ceux qui se retrouvent dans ce programme-là, je crois qu'ils peuvent accepter de travailler ensemble. C'est ça la signification des choses. Parce que moi, j'étais d'avis qu'après les concertations nationales, il fallait qu'il y ait un accord politique clairement signé. Mais on n'a pas signé, mais cet accord, à mon avis, se retrouve dans le rapport, dans le texte. C'est cela que nous avons convenu de faire tous ensemble pour mener à bien le pays jusqu'à 2016. Il faut dire que certains de vos postes de... Et nous avons dit, réfléchissons ensemble sur comment faire une nouvelle dynamique sur le plan politique. Cette dynamique se retrouve, à mon avis, dans les concertations. Donc nous partons d'une base nouvelle. Nous ne sommes plus dans le rapport ou bien dans les accords de novembre 2011. Nous ne sommes plus là. Nous sommes maintenant dans une nouvelle dynamique politique qui est née des concertations nationales. Alors ceux ou celles qui voudraient se joindre à cette dynamique-là sont les bienvenus. Même si au départ, ils n'avaient pas participé aux concertations, mais j'estime aujourd'hui que le fruit des concertations est un produit consommable, est un produit de qualité qui peut permettre de résoudre un tant soit peu les problèmes du pays. À ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Donc, ne confondons pas les choses. D'une part, une majorité qui est sortie d'une élection très contestée par ailleurs, et qui a fait un programme. Le programme s'est appliqué, il y a eu blocage. Pour débloquer, il a fallu se concerter, et les concertations ont donné un nouveau programme. Donc, aujourd'hui, à mon humble avis, si nous devons aller ensemble, c'est sur base du nouveau programme. Et ce programme-là, je vous le rappelle, n'est pas le programme de la majorité parlementaire actuelle. C'est un programme qui a été accepté par un groupe beaucoup plus large que cela. Vous serez frustré si demain, il y a un gouvernement de cohésion nationale sans Premier ministre de l'opposition ? Bon, écoutez, comme toujours, nous sommes partis dans un cadre de négociation. Nous avons eu à faire des concessions mutuelles et nous pensions sincèrement que la primature devrait revenir à l'opposition. Mais si d'aventure cela n'est pas le cas, chacun avisera. Donc je ne voudrais pas anticiper sur la réaction des uns et des autres, mais simplement clarifier le point qui est un point essentiel. C'est qu'aujourd'hui, le socle que nous avons, c'est les concertations nationales. Il est dommage, mais peut-être qu'il n'est pas tard, qu'on n'ait pas signé une charte ou bien un accord politique à l'issue de ces concertations, mais c'est ça qui forme la base sur laquelle nous pouvons aujourd'hui travailler ensemble. Et vous ne pensez pas que la cohésion nationale risque d'être entamée ou affectée si certains ne se retrouvaient pas dans ce gouvernement ? Bon, le gouvernement ne peut pas contenir tout le monde. Le gouvernement doit contenir les principales forces politiques qui adhèrent à un programme. Le gouvernement, et c'est mon deuxième point, à plusieurs niveaux. Moi, je ne conçois pas cette dynamique actuelle se faire seulement au niveau national sans penser au niveau provincial.
D'ailleurs, il y a un parti, le PANU, je crois, un parti de la majorité qui pense comme nous, qui a dit que pour lui, il faudrait que la réalité de la cohésion se retrouve aussi au niveau provincial. Et à ce niveau-là, il a d'autant plus raison que, vous le savez, l'opinion le sait, les structures provinciales sont obsolètes parce qu'elles sont fin mandat, le mandat est expiré, et leur légitimité est fortement entamée. Donc à ce niveau-là, plus qu'à d'autres, peut-être, il est important qu'on puisse songer à cette ouverture pour garantir en fait un bon fonctionnement de l'État et notamment une bonne préparation des élections qu'on attend dans les prochains mois. Je reviens à la question de départ. Quel profil pour les animateurs de ce gouvernement de cohésion nationale? Vous dites qu'il y a un programme nouveau. Faudra-t-il aussi des hommes nouveaux? Le programme, il faut surtout des hommes et des femmes capables de l'appliquer d'une manière efficace. Voilà ce que je dis. Il faut allier l'efficacité à la manière dont le programme est exécuté. C'est l'essentiel. Il faut des hommes et des femmes venant de tous les horizons qui sont capables d'animer le programme. Mais à un certain niveau, notamment la primature, moi j'étais d'avis que à ce niveau-là, il est important quand même de rappeler la nécessité d'avoir une grande connaissance du pays, une grande pratique des institutions, une ouverture certaine sur les partenaires extérieurs. Donc il y a quand même des éléments qui sont là et qu'il faut prendre en considération lorsqu'on aura, si on doit le faire, à désigner un Premier ministre de l'opposition. Faudra-t-il faire table rase ou perdre certains membres de l'actuel gouvernement et le Premier ministre partir, trouver un autre? Comment vous voyez les choses? Non, que je sache, le Premier ministre Matata n'est pas de l'opposition et nous lui demandons qu'il y ait un Premier ministre de l'opposition. En dépit de son bilan, que d'aucuns trouvent élogieux. Encore le bilan, je vous renvoie au discours du chef de l'État lors de la clôture des concertations nationales. Il a dit très clairement que performance d'une part, le plan social, il n'y a pas de réalité sur le plan social. Donc, à mon humble avis, il a fait un jugement sans appel. Les performances ne sont pas là simplement pour aligner des bons chiffres. Les performances doivent profiter à la population. Croissance sans prospérité n'amène à rien. Donc, le vrai problème, c'est que si croissance il y a dans les chiffres, dans les données, le Congolais moyen, la Congolaise moyenne ne le sent pas dans la vie quotidienne. Alors à partir de là, croissance sans prospérité, ça me semble être une action qui ne peut pas intéresser un homme politique parce que la prospérité, c'est pour les personnes qui vous ont élus, c'est pour leur bien-être. Et s'il n'y en a pas, quelle est votre mission que vous avez pu accomplir? Donc, je ne voudrais pas me prononcer sur cette question de manière définitive, mais ce que nous avons, nous, souhaité, c'est que l'opposition puisse occuper cette fonction-là, premier élément. Deuxième élément, que la cohésion ne soit pas simplement un facteur au niveau national, mais que se retrouve aussi au niveau des provinces pour garantir une bonne inclusivité à tous les niveaux. Êtes-vous intéressé, vous et votre parti, mais aussi les FAC opposition, de faire partie de ce gouvernement de cohésion nationale? Nous disons ceci, c'est que lorsque nous sommes allés aux concertations nationales, nous sommes allés sous le leadership du président du Sénat, il ne faut pas se cacher, c'est lui qui représentait un peu toute l'opposition. Nous imaginons que le moment venu, il aura à réunir les principaux partis de l'opposition, discuter avec eux, voir comment nous pouvons agir. À ce moment-là, le parti pourra se prononcer. Donc nous sommes plutôt pour un processus, pour une démarche qui soit claire, qui soit démocratique, qui soit transparente, et que l'on puisse envoyer là où il faut les meilleures filles et fils de ce pays pour qu'ils puissent faire un travail intéressant pour la République. Monsieur Médard, nous avons épuisé nos 30 minutes. Avez-vous un mot de conclusion pour je crois que nous sommes aujourd'hui à la moitié du mandat actuel des institutions, celles qui ont été élues en 2011 pratiquement, et qu'au vu des difficultés que le pays a rencontrées, il faut une nouvelle orientation. Non seulement sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe, dans nos rapports notamment avec les pays voisins. Pour relever ce défi-là, je crois que nous avons intérêt à élargir le consensus politique national qui nous rendra plus forts pour faire aboutir ces objectifs-là. Je crois que si on le fait ainsi, on donne une chance à ce pays. On donne la chance de mener très bientôt des élections qui seront crédibles et acceptées,
On donne la chance à ce pays de faire en sorte que les institutions puissent fonctionner dans les délais prévus par la Constitution. Donc à partir de là, je crois qu'il faut saisir l'opportunité actuelle qui nous permet d'une part de créer les conditions d'une paix durable dans l'Est du pays et d'autre part aussi, de manière interne, à faire en sorte qu'on puisse élargir le consensus et dès lors préparer le pays à mieux affronter les défis de demain, tant sur le plan économique, politique que social. Médard Moulangala Lwakabwanga, président de l'Union pour la majorité républicaine, UMR, FAC Opposition, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, téléspectateurs de B1, d'avoir suivi ce nouveau numéro d'invité de la rédaction. À la prochaine.